essayer de nous éclairer sur est-ce que la relance actuellement est appropriée ou pas? Est-ce que l'état dans lequel nous vivons, il faut la repenser autrement? Est-ce que le modèle libéral, le modèle social providentiel, il est toujours d'actualité ou pas? À vous la parole. Merci, merci pour, encore une fois pour l'invitation, et je vais essayer de répondre à votre interrogation en partageant avec vous 3 remarques, et puis je prendrai 2-3 minutes pour tirer une conclusion. Ce qui est sûr, dans la vertu des grandes crises est de bousculer les certitudes, comme vous avez dit tout à l'heure, et de provoquer l'effervescence de débats, etc. Et votre initiative est heureuse de ce point de vue-là. Cette crise, la crise d'aujourd'hui, cette crise sanitaire est planétaire. Omar l'a dit au début, elle est globale, elle est systémique, c'est une polycrise, on peut la qualifier comme on veut. Ce qui est sûr, elle a secoué tous les dogmes et a révélé, comme vous venez de le dire, la limite du modèle néolibéral. Ce capitalisme financier viral, il a plongé le monde dans une crise sans précédent par son étendue, par sa globalité et par sa multidimensionnalité, sanitaire, économique, sociale, écologique et autre chose. Mais chacune de ces dimensions se renforce entre elles. Pour certains auteurs, nous sommes plutôt aujourd'hui rentrés dans la phase du capitalocène que dans celle de l'anthropocène. Certains pionniers comme Michel Serres, Edgar Morin, Jacques Ellul, mais la liste est longue, annonçaient depuis longtemps des crises à répétition dues à l'emprise croissante d'un système, que vous venez de le qualifier, de plus en plus complexe, incertain et interconnecté. Edgar Morin, avec sa compagne Sabah Aboussel, vient de sortir un livre que je vous recommande de le lire, très intéressant. Le livre s'intitule « Changeons de voie, les leçons du coronavirus ». C'est 15 leçons et 9 défis. Pour faire face à cette crise totale, les auteurs nous invitent, donc Edgar Morin et sa compagne, à sortir de la pensée binaire. Souvent, on pense par « et ou », et d'avancer dans la voie de la complexité, ce qu'ils appellent transformer les transformations, le et le et en même temps. L'exemple, la mondialisation, démondialisation, on va parler de la croissance et des croissances, et pas et ou, et. Alors voilà, je vais faire 3 remarques pour répondre à votre interrogation, introduire notre séminaire. La pandémie a généré une crise économique, ma première remarque, d'une ampleur inégale. Un choc social brutal et qui va toucher de plus en plus les plus précaires, et notamment les pays fragiles, comme a souligné Seroma dans son introduction. Avec une mise en parenthèse du fonctionnement démocratique de nos sociétés, un point important, mais je ne vais pas le débattre aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre séminaire, mais c'est important ce point-là. Cette crise systémique peut très bien, par la combinaison d'autres crises, provoquer le chaos. La singularité de la crise actuelle par rapport à ce qu'on a vécu avant, c'est que nul ne peut prédire ce qui va sortir de cette étrange période d'angoisse collective. Pour la première fois, comme disait Edgar Morin, dans cette crise, on est affronté à la mort individuelle et de ses amis, de ses frères, etc. Rien n'est exclu. Il est difficile de dire aujourd'hui quelle sera l'après-pandémie. D'abord, parce que la crise sanitaire n'est pas terminée, en plus causée par un virus, on ne connaît pas ni son identité, ni quand est-ce qu'il va finir, comment on va finir. Ensuite, parce que le futur sera ce qu'en fera les gouvernements, les entreprises et les citoyens dans un contexte d'incertitude radicale et de grandes difficultés économiques et sociales comme jamais on les a vécues. Nous ne pouvons pas prévoir le futur dans ce cas-là, mais nous pouvons le préparer, comme disait Prégogine. Donc, une multitude d'initiatives pour penser le monde d'après, après la phase de sidération,
sont sur les rayons ou discutés actuellement, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, difficile d'enterrer une vision claire. Je peux esquisser, tenter d'identifier à partir des différents points de vue exprimés que j'ai lus, j'ai regardé, des lignes de fracture. Le premier point, c'est que ce temps d'urgence sanitaire et de régime de semi-liberté plus ou moins consenti, je dis ce point-là, je vais l'écarter, les décideurs tâtonnent face à une situation infiniment complexe. Donc la question, faut-il rechercher, la question centrale, faut-il rechercher le plus rapidement possible pour revenir au statu quo d'avant, ou au contraire, prendre appui sur cette crise-là pour faire autre chose, et notamment la voie qu'indiquait Seroma tout à l'heure, la voie de la transition écologique, donc reconstruire quelque chose en mieux. Il est normal pour sortir de la crise de se poser la question de la relance, donc au cœur de notre séminaire aujourd'hui. Mais il serait aussi normal de se poser la question de ce qu'il convient de relancer. Relancer l'économie de la vie, comme écrivait dans un livre qui vient de sortir aussi de Jacques Attali, l'économie de la vie se préparer à ce qui vient, ou, pas ou, et relancer et diminuer l'économie des objets jetables, comme l'a décrivé Bruno Latour ou Dominique Bourg ou d'autres. Donc pour sortir de cette crise, chaque décision va porter deux variétés contradictoires, deux vérités contradictoires, sanitaires d'un côté et économiques de l'autre, qui doivent être prises en considération l'une et l'autre. La réponse va dépendre de l'analyse qu'on va faire des causes de cette crise-là. Pour schématiser, si on voit dans l'apparition du virus qu'un événement fortuit, certes déstabilisant, mais sans grand rapport avec l'économie, donc on va essayer de revenir à ce qui était avant. Une économie carbonée, etc., etc. Si au contraire, on fait un lien étroit entre le fonctionnement économique reposant sur l'épuisement des ressources et la nature et les êtres humains et l'apparition de ce virus-là, c'est évidemment ce mode de fonctionnement qu'il faut remettre en cause. Sinon, nous connaîtrons à plus ou moins brèves échéances des crises de même nature, voire encore plus graves. Je viens de publier un article dans ce sens-là qui est disponible sur Business News TN. On sait par exemple que le virus de la grippe espagnole, qui décima des millions de personnes, plus que le Covid aujourd'hui, au début du XXe siècle, est présent dans le permafrost sibérien, risque fortement d'être libéré si le réchauffement climatique se poursuit. Chercher à relancer l'économie pour retrouver le mode d'avant, c'est le meilleur moyen de s'exposer à de nouvelles crises sanitaires. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une société de croissance engendre une montée des risques, des inégalités, des injustices. Elle crée un bien-être largement illusoire. À la charnière du court terme et long terme, les plans de relance qui sont sur la table aujourd'hui, qui sont discutés partout, au Maroc, en Tunisie, ailleurs, en France, pourront soit accélérer, soit freiner la transition écologique et bas carbone, suivant leurs priorités sectorielles et leur mode de financement. Quelques chiffres pour fixer les idées. Le coût de l'arrêt de l'économie par le Covid-19 est déjà très élevé. 12% de PIB en Europe, 60 milliards d'euros par mois de confinement pour la France. Mais le coût du changement climatique sera le coût d'une pandémie mondiale renouvelée chaque année. Les Nations Unies estiment que la perte de productivité liée au changement climatique devrait coûter au niveau mondial 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc la réalité du changement climatique, avec cette réalité, nous n'avons pour l'instant subi que des effets marginaux. Cette réalité aujourd'hui du changement climatique est un des signaux qui, à mon sens, devrait nous alerter sur le risque que nous prenons en continuant à produire et à consommer sans limite. Revenir au fonctionnement d'avant la crise en privilégiant le consumérisme, le productivisme, le gaspillage, le court terme, la rentabilité financière, c'est le meilleur moyen de faire face dans l'avenir à des crises encore plus graves.
Alors, vous me dites, tout va redevenir comme avant, c'est probable. Voir le débat aujourd'hui pour déconstruire le Green Deal européen ou le débat aujourd'hui en France, dans les instances de France, sur la suite du débat national de citoyens sur le changement climatique, où la volonté politique essaie de déconstruire ça. Donc, tout va redevenir comme avant, c'est probable, mais ce n'est pas inévitable. Selon l'économiste Estelle Duflo, prix Nobel, comme vous savez, en 2019, dans son livre « Économie utile pour le temps difficile », dépenser plus d'argent à la fois pour lutter contre le virus et pour essayer d'atténuer au maximum l'impact économique et écologique, cela fait économiser de l'argent. Faute de quoi, la crise sera, je la cite, plus mortelle et d'un point de vue strictement financier plus grave, avec un effet de boule de neige. Dans ce cas, on passe, je la cite, d'une récession à une dépression, dont les ravages économiques seront beaucoup plus forts et plus graves sur les pays, notamment sur les pays en développement. Ma deuxième remarque, qui découle de ce constat que je viens de faire devant vous. Pour sortir de la crise et limiter le réchauffement climatique, il faut changer les réponses sociales. J'ai une lecture un peu marxienne en tous les cas, sur la sortie de cette crise. Donc une chose est certaine, comprendre cette complexité est essentiel pour faire de l'après-crise un vrai moment de bascule vers un monde plus durable, plus juste et plus résilient. Il ne s'agit pas de faire plus de verre ou moins de verre, plus de croissance, plus de RSE, moins de RSE, mais il faut que les fonds utilisés pour sortir de la crise ne doivent pas entraver la transition climatique. L'enjeu sera moins de parer aux effets rebonds du confinement que de garantir en sortie de crise une véritable prise en compte du défi social et climatique dans la relance économique. La qualité du service public, l'anticipation des risques sur le long terme et l'exigence de solidarité ne sont plus négociables à l'issue de cette crise majeure. Cette crise sanitaire peut être considérée comme une opportunité pour revoir notre modèle de développement et de proposer des mesures encore plus audacieuses en faveur du commun et des services publics. Beaucoup de travaux de l'AFD et d'autres et des voix s'élèvent après cette pandémie pour remettre en cause notre mode de production et notre mode de consommation qui a ses caractéristiques de court-termisme et de recherche de rentabilité. Mais cette mise en cause reste, à mon sens, peu opérationnelle. Et je vais essayer de vous le démontrer rapidement avant de tirer une conclusion. Parler de mode de production et de mode de consommation ou de productivisme et pour moi reste trop vague pour en déduire une orientation à suivre. Autrement dit, si nous voulons sortir de la crise, lutter contre les inégalités, restaurer la biodiversité, changer de trajectoire, limiter le réchauffement climatique, ce que nous sommes pour l'instant incapables de le faire, on doit changer les rapports sociaux et les termes d'échanges internationaux. Évidemment, plus facile à dire qu'à réaliser. Évidemment, c'est compliqué. C'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais la pandémie nous force aujourd'hui à nous revoir notre logiciel, à nous interroger sur notre choix économique, sur notre mode de vie d'organisation intellectuelle et politique. Il faut qu'on arrive à déconfiner notre imaginaire. Ma conviction est que l'action climatique et la transition énergétique n'est pas une entrave à la sortie de la crise, mais plutôt une réponse efficace à la demande de résilience qui émergera. La crise sanitaire ne peut être prétexte à faire perdre une décennie de plus pour l'action climatique et les objectifs des millénaires pour le développement durable, les OMDD. Une certitude de plus en plus partagée, même si pas majoritaire aujourd'hui, on ne peut pas construire une majorité qui lutterait pour la transition écologique et énergétique que si les acquis de la croissance sont étendus à tous ceux qui n'en profitent pas encore, comme les 730 millions d'individus
qui survivent avec moins de 3 dollars par jour, ou les 800 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Ma troisième remarque et la dernière, contrairement au discours dominant, le ruissellement n'existe pas. La réponse néolibérale expliquant qu'il faut d'abord produire pour redistribuer et que la réduction des inégalités prend certes du temps, mais qu'elle est en route, devient peu probante à mon sens, puisque la part des plus riches dans la répartition des richesses ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. Quand celle des pauvres stagne, voire diminue, comme le démontre Thomas Piketty dans son fameux livre Capital et idéologie. C'est une crise et un nouveau rappel, cette crise est un nouveau rappel à l'ordre. Mais si nous continuons à apporter au pouvoir des dirigeants comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil, qui ont non seulement prouvé leur incapacité à gérer la crise actuelle par manque d'anticipation, mais qui ont en plus intensément affaibli les services publics. Donc, on ne faut pas s'étonner de voir apparaître des crises futures encore plus dramatiques. L'alternative à ce choix, un monde solidaire, plus sobre, où l'orthodoxie budgétaire n'est plus la valeur cardinale, où la transition écologique et climatique s'impose à tous comme un impératif de sécurité et de paix. Rien ne dit que cette alternative se fera dans la joie et la bonne humeur. Il existe malheureusement beaucoup de raisons pour penser le contraire, en particulier, puisque vous êtes aux États-Unis, l'élection prochaine aux États-Unis. Ma conclusion. La conclusion, voilà. Ma conclusion, l'avenir de l'économie et sa conversion écologique se joue en ce moment. Le soutien de l'État à la survie des systèmes productifs est vital, mais il doit être systématiquement associé à une conditionnalité environnementale et sociale. Les choix publics doivent intégrer pleinement des choix d'indépendance, de relocalisation, de recherche d'innovation, mis en lumière de façon éclatante avec la crise. Il appartient à la puissance publique d'identifier tous les acteurs et les secteurs et les chaînes de valeur à relocaliser. Les événements récents ont montré la fragilité des économies qui se limitent à n'être qu'un marché livré aux excès de libre-échange et le risque de rétrécir l'État à sa fonction de gendarme en oubliant ses missions de service public. Bref, il faut aller, pour finir, je vais sauter une partie, mais il faut aller dans la voie qu'indiquait Edgar Morin, et je vais vous citer Bruno Latour, la même chose. Quelle étonnante leçon que celle de la pandémie. On croit qu'il est possible d'entrer en guerre avec les virus, alors qu'il va falloir apprendre à vivre avec eux, sans trop de dégâts pour nous. On croit qu'il est souhaitable d'effectuer une reprise économique, alors qu'il va probablement falloir apprendre à sortir de l'économie. Merci. Excuse-moi de... Merci.